Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est quoi son combat? Parce que moi, j'ai eu du... Oui, Alors, oui. elle en a plein, en fait, des combats. Si je lis... évidemment, j'ai lu le livre, mais je me dis, mais en fait, elle est pour quoi? Pour l'égalité des femmes? Elle est pour Alors, la justice? Pour bon, le grand mot, c'est la justice. la justice. L'égalité en fait, fait partie de la justice. Donc, effectivement, elle pense que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, elles doivent avoir la même éducation. Elle condamne le mode du mariage à l'époque. Elle n'est pas pour l'égalité en matière de vote, puisqu'elle est contre le vote. Hein, le vote est mauvais pour les hommes. On l'a interrogé plusieurs fois. Si c'est mauvais que les hommes votent, on ne va pas dire aux femmes qu'on va dans ce sens. D'ailleurs, qu'elles se séparent des féministes, la plupart des féministes. Donc, la justice passe par l'égalité. Elle est pour un monde, comme elle le dit, où tout le monde aura... c'est ce que disent aussi les communistes, aura tous ses besoins satisfaits, sera heureux. Et alors, il y a une chose qui est intéressante, parce qu'elle ne dit rien de ce monde, ça reste extrêmement vague. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle estime que les progrès techniques, puisqu'on est quand même dans une période de gros progrès techniques, voilà, eh bien, les progrès techniques devront être justement mis au service de l'homme. Et que ça aussi, ça contribuera à faire un monde heureux. Parce que les hommes n'auront plus besoin de travailler, puisque les machines travailleront pour eux. Mais elles ne travailleront pas pour les capitalistes, elles travailleront pour l'ensemble de l'humanité. C'est drôle parce que c'est ce qu'on entend aujourd'hui quand moi j'écoute des DRH, etc. Quand ils nous parlent de ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est formidable parce que effectivement nos tâches vont devenir plus agréables, parce qu'on va se libérer de tout ce qui n'était pas drôle à faire. C'est drôle comme dans toutes les époques on entend ce genre de choses qui n'arrivent finalement jamais. Oui, sauf que je pense qu'à l'époque... À l'époque de Louise, quand même, il y a... Oui, me dire aujourd'hui aussi, les changements sont les mêmes, mais il y a plus d'optimisme. Aujourd'hui, il y a moins d'optimisme, parce qu'il y a des gens qui ont beau vous dire ça va être formidable, il y a quand même des gens qui disent non, c'est pas formidable. C'est sûr. Tandis qu'à l'époque de Louise, il y a quand même une espèce d'optimisme qui est assez étonnant, je trouve. Il y a de l'utopie. Moi, je trouve que le 19e siècle, c'est quand même le siècle des utopies. Puis en plus, il y a l'idée de revanche, que de toute façon, elle va arriver, selon beaucoup. Donc effectivement, il y a un avenir possible, ce qui est peut-être moins le cas pour aujourd'hui. Oui, je crois. C'est sûr qu'on est parfois en pleine guerre. On se dit parfois qu'il n'y a plus que les extraterrestres qui puissent nous tomber dessus. Je ne vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir. Elle a énormément de relations avec ses contemporains, notamment Kropotkin. Oui, parce que les nihilistes russes, c'est-à-dire en fait les anarchistes, ont quand même eu un rôle extrêmement important dans la définition de la doctrine anarchiste. Je dirais que c'est même eux qui sont à l'origine, et que en plus ils ont beaucoup inspiré les Français. Et Kropotkin a vécu en France, donc bien sûr, elle a des relations très proche avec lui. Et puis, d'ailleurs, quand elle est à Londres, il y avait absolument des anarchistes de tous les pays européens. Donc, c'était vraiment un creuset où elle connaissait tout le monde. Mais ça aussi, j'étais surpris. Effectivement, beaucoup de relations épistolaires avec Buenos Aires, c'est le monde entier, en fait. Je ne me rendais pas compte qu'à l'époque, effectivement, qu'il y avait aussi beaucoup de relations comme ça. Oui. C'est normal ou c'est... Oui, non, mais dans les milieux intellectuels, c'est le milieu intellectuel, bien sûr. Les campagnes restent encore qu'elles s'ouvrent, mais bon, relativement fermées. Mais c'est vrai que le milieu intellectuel est très souvent à ce niveau-là international. Puis n'oublions pas que l'anarchisme se veut internationaliste, comme le socialisme, le communisme. Donc c'est logique. Elle lutte par exemple contre, bien sûr, la répression de l'anarchie en Espagne, en Italie. Dès que ça bouge un peu quelque part, elle se mobilise. Ils se mobilisent, tout à fait. Mais elle n'a jamais été tête de file. Non, alors... Ça se fait ? C'est étonnant. Comment dire ? Elle n'a pas été une grande théoricienne. Voilà. Elle a quand même été... En France, finalement, si vous prenez les anarchistes de l'époque, je suis désolée, mais celle qu'on connaît, c'est Louise Michel. Parce que, les grands théoriciens, il y en a en France, mais c'est quand même d'abord, effectivement, les Russes. Mais elle a quand même fédéré un temps, et même si à la fin de sa vie, on trouvait que, elle radotait un peu, justement, ce qui était vrai qu'elle racontait toujours la même chose, elle est restée quelqu'un que l'on considérait comme un peu la mère de l'anarchisme. Mais
je dirais pas la mère, celle qui a enfanté, mais plutôt la mère, celle qui couvre tous ses enfants, cette conscience anarchiste, et qu'on invitait bien sûr tout le temps, parce que c'est vrai que quand son nom était à l'affiche, elle faisait venir du monde, et comme les conférences étaient payantes, c'était aussi la garantie d'avoir du monde. Donc c'était important. Mais ce n'est pas une grande théoricienne, au fond. Oui, c'est vrai que son discours, il y a des gens qui vous diront le contraire. Je pense à quelqu'un. Mais au fond, son discours reste relativement pauvre. Et surtout, elle répète beaucoup, mais c'est vrai qu'elle parle tellement que ce serait difficile de faire autrement. Et surtout, c'est vrai que ce monde de demain, on n'en voit pas les contours, mais elle n'est pas la seule. Ça reste un monde... jusqu'à présent, que personne n'a réussi à vraiment... On est assez d'accord. On va dire que ça continue, en fait. Oui. On est toujours dedans. Elle a eu un impact toujours un rêve. Sur tous ces mouvements. Elle a eu un impact sur les mouvements anarchistes un petit peu partout, où elle était juste cette conscience. Non, elle était la conscience de l'anarchisme. Mais aussi en Angleterre, enfin pas seulement en France. Oui, c'est pas... Et au niveau contribution littéraire, parce que comme elle a beaucoup écrit, alors elle a beaucoup s'en sont inspirés. Alors elle a beaucoup écrit. Elle a écrit. Elle estimait d'ailleurs que son écriture était militante, ce qui est vrai. Donc elle a fait de la poésie. Elle a écrit des romans. Alors aujourd'hui, il y a une réhabilitation de ce qu'elle a écrit, ce qui nous vaut d'ailleurs des éditions, c'est ce qui est intéressant, ou des rééditions. C'est pas toujours très bon. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Malgré tout, si on est honnête. Disons honnêtement que ce n'est pas Zola, et encore moins Flaubert, si on fait mon avis, que c'est souvent d'abord très long, comme étaient ses livres. Par exemple, l'autre jour, je voyais que le premier ouvrage qu'a écrit George Sand faisait 1000 pages. C'est son premier roman, donc sur une religieuse et une comédienne. Donc vous faisiez des livres fleuves comme ça qu'on fait plus aujourd'hui. Voilà. En épisode peut-être. Voilà. Et donc c'est long. C'est très à l'emporte-pièce. Je veux dire, c'est vrai que c'est une littérature, je pense à La Misère, où il y a vraiment les bons, les méchants, qu'il y a des pages intéressantes à lire. Oui, c'est Zola, encore pire. Talent, moins. Oui, encore pire peut-être, oui, parce qu'elle décrit les mineurs avant Zola. C'est vraiment bon. Et puis, c'est très fouillis. Les plans, elle n'aime pas.